discuter. Merci et merci pour ces mots. Enfin, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a un peu l'impression, effectivement, quand on parle de la branche famille, en théorie, etc., on occulte les réalités concrètes et la réalité de ceux qui sont les plus démunis, et notamment ceux qui dorment à la rue. Et alors, justement, moi je voulais ouvrir un peu mon propos par les mots de Ambroise Croizat à l'Assemblée nationale le 8 août 1946. Et il dit une chose assez simple. Il dit: le problème qui se pose aujourd'hui aux hommes qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. Il est de garantir à tous les éléments de la population qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. C'est beau. C'est ainsi seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités et leur personnalité. Je voulais vous rappeler ces mots, et c'est très bien que ça arrive après votre intervention, parce que je voudrais rappeler que l'objectif de la sécurité sociale, c'est avant tout l'émancipation de toutes et tous. C'est ça l'objectif. Et que pour qu'on arrive à l'émancipation de toutes et tous, il faut en finir avec les insécurités. Et je crois que pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire de la branche famille, il faut partir de la situation de ces insécurités et voir où on en est là aujourd'hui. Et concrètement, la première insécurité, c'est évidemment l'accès au logement. C'est la première, et j'en parlerai juste après. Ensuite, il y a la question de la sécurité alimentaire. J'en dirai un mot à la fin, parce que c'est aussi important. Il y a l'accès à l'éducation et l'accueil de la petite enfance. On pourrait les lister. Mais c'est ça, à mon avis, qui est central. C'est ces 4 insécurités. Alors, je vais commencer par le logement, effectivement. Parce que si on n'a pas de toit, tout le reste, c'est pas possible. Donc le logement, c'est 350 000 personnes qui sont sans domicile. Bon, vous connaissez ces chiffres. Mais on oublie quand même que ça a doublé depuis 2012. Ça a doublé depuis 2012. On est dans un pays qui s'enrichit. Je vous rappelle quand même qu'on a le palmarès des milliardaires européens. Et on a un doublement des sans-abri en France. Ça, c'est le premier chiffre. Mais il y a un autre chiffre que donne la Fondation Abbé Pierre, et qui est que 30% ont eu froid dans leur logement en 2024. C'est l'insécurité énergétique. Mais il n'y en avait que 14% en 2020. Pareil, on a doublé l'insécurité énergétique dans ce pays depuis que... Alors c'est pas depuis exactement, mais avec Macron et en 4 ans. Non, c'est pas depuis parce qu'il s'est dit depuis plus longtemps que ça. Alors quelles sont les raisons du mal-logement? Moi, la première raison du mal-logement, c'est le manque de logement social. C'est le manque de logement social. Et donc il y a 2,7 millions de ménages qui sont en attente de logement social. Alors je vais vous abreuver moi de chiffres. Je mets quand même les chiffres parce que ça vous permet de donner les éléments. On a construit 82 000 HLM en 2023. 82 000. Contre 124 000 en 2016 et 556 000 en 1973. Hein, ça donne le vertige quand même, quand on sait qu'il y a 2,7 millions qui sont en tête de logement social. Ensuite, sur le parc privé, parce que maintenant, on favorise finalement le parc privé en faisant ça. Et on favorise la spéculation immobilière. On en discutera dans le débat. Et c'est dans la question de la branche famille, hein, parce que c'est alimenté, cette spéculation immobilière, par les aides au logement, en fait. Bon, donc on y reviendra. Et le parc privé, lui, est confisqué et en mauvais état. Confisqué parce que, je répète tout le temps ce chiffre à l'Assemblée nationale, 3% et demi des propriétaires possèdent 50% des logements loués. Alors quand on vous dit que quand on s'attaque aux propriétaires, le petit propriétaire, et ça, c'est comme le petit commerçant avec Leclerc et Carrefour. C'est la même histoire. Il y a quand même 50% des logements qui sont la propriété de quelques multipropriétaires richissimes. Et c'est très difficile d'ailleurs de savoir la rente immobilière où ils en sont. Ensuite, il y a 10% des logements qui sont vacants, quand même, et 13% des logements qui entrent dans le champ de l'habitat indigne, selon le ministre. Donc, on a un échec de notre modèle social, et un échec de la sécurité sociale et de la branche de la sécurité sociale qui gère ça. Puisqu'on a quand même 15,6 milliards d'allocations, qui correspondent à 15,6 milliards de cotisations des salariés. Bon, pas que, puisqu'il y a aussi l'impôt on en a discuté tout à l'heure, voilà, la CSG, etc. Mais c'est quand même 15,6 milliards qui vont à une politique du logement qui aboutit à cet échec massif. Donc je crois qu'il faut quand même qu'on pose le problème. Et je trouve qu'on ne le pose pas assez de manière frontale. Bon. Alors, quelques propositions. D'abord, il faudrait construire 200 000 logements sociaux par an. Mais moi, je rajoute toujours, donc 80 à loyer très modéré, parce que sinon, on construit du logement social essentiellement pour les classes moyennes, parce que c'est un aspect qu'on discutera. Et les promoteurs immobiliers ont tendance à dire qu'il faut plutôt mailler, enfin vous connaissez cette histoire, parce que c'est plus rentable pour eux. Bon.
Alors 200 000 logements sociaux, c'est ce que demande le NFP, c'est dans le programme du NFP, là je vais pas très loin, hein, c'est un truc qui est... Voilà. La CGT demande 400 000, mais je vous rappelle toujours qu'il y a 2,7 millions qui sont en attente. Donc avec 200 000 constructions de logements sociaux supplémentaires, on met 10 ans à résorber les besoins. C'est déjà pas terrible. Bon. Alors ensuite, il y a deux autres propositions qui sont assez faciles, l'encadrement des loyers et réquisition des logements vacants. Et puis qu'est-ce qu'on en fait? On ne le réquisitionne pas pour exproprier le propriétaire. Hein. Non, on le réquisitionne et on le loue sous forme de loyer modéré. Et le propriétaire, il a une rente. Quand c'est vacant, en plus, il est gagnant. Hein. Enfin, en fait, c'est un peu... Enfin, bref. Et puis garantie universelle des loyers. Tout ça, c'est dans le programme de la gauche. C'est pas très radical. On peut le faire si on arrive au pouvoir dans un an. Voilà, c'est dans le programme. Bon, moi, je propose aussi autre chose, c'est qu'il faut réfléchir à l'ensemble des allocations. Et notamment des allocations au logement. Donc en réfléchissant à cette journée et à cette discussion qu'on avait aujourd'hui, je me dis il nous faudrait une allocation universelle, versée aux locataires, indexée sur l'inflation, mais aussi indexée au niveau du territoire sur l'indice de référence des loyers. Et moi, à mon avis, c'est important aussi. Parce que c'est pas la même chose d'essayer de trouver un logement à Paris et à Limoges. Et c'est pas, donc là, il y a quelque chose d'important à faire là-dessus. Et enfin, il faudrait qu'elle soit universelle. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'universalité, j'y reviendrai en conclusion. Mais évidemment, il faut prendre en compte la revenu des locataires. C'est pas la même chose si un locataire, il a 5 000 € ou il a 1 000 €. Ça, c'est évident. Bon. Donc ça, c'est pour la partie logement. Maintenant, j'ai appliqué la même logique sur la partie petite enfance. En gros, on a énormément de femmes qui souhaitent avoir des enfants qui y renoncent pour des raisons financières et sociales, et on a énormément d'enfants qui grandissent dans l'extrême pauvreté. Donc c'est deux faits majeurs. Et quand on regarde les modes de garde avant 3 ans, hein, je vais m'arrêter à 3 ans, mais on a 60% des enfants qui sont gardés par la famille, c'est encore ça aujourd'hui, c'est aussi un échec de la politique familiale. Et dans les 60%, il y en a 20% qui sont contraints, faute d'offres. Et puis ça pose des questions sur la branche retraite après, vous l'avez bien compris avec le débat tout à l'heure. Parce que si vous êtes contraint de vous arrêter pour élever les enfants, après vous avez des retraites qui sont pas au niveau et vous avez une grande pauvreté des retraités et notamment des femmes. Donc tout ça est lié. Alors, ensuite, il reste ceux qui vont en collectivité ou qui ont une assistante maternelle. 20% assistante maternelle, 20% en collectivité. Et sur la collectivité, il y a un tiers qui est dans le privé, mais surtout, depuis 10 ans, les 80% des nouvelles places ouvertes sont ouvertes dans le privé. Donc on a une explosion du privé. Donc pour l'instant, c'est qu'un tiers, mais c'est une explosion du privé. Et la sécurité sociale dépense cette fois-ci 24,4 milliards d'euros pour la petite enfance. Mais dans un système qui alimente, d'un côté, un emploi extrêmement précaire, les nounous, avec des petites boîtes là, qui font qui gardent, je sais pas quoi, là, comment c'est, qui nous gardent. Hein. Nous, c'est pas ça, c'est à Marseille, il y en a d'autres, mais bref, des boîtes quand même qui sont assez douteuses, avec une très grande précarité des assistantes maternelles. C'est assez coûteux. Parce qu'en fait, faire garder des enfants, 2, 3 enfants, par à chaque fois une assistante maternelle, pour la société, c'est coûteux. Désolé. C'est quand même moins coûteux d'en garder 20 ou 10 à la fois, hein, globalement. Oui. Ah bah non, mais d'un point de vue rationnel. Enfin, le capitalisme est soi-disant rationnel. C'est pas une personne adulte pour un enfant. Non, non. Ils sont petits. Et globalement, j'ai mes enfants qui étaient en crèche. Globalement, il y a plus de personnel. Enfin, le ratio est pas le même. Vous pouvez pas me le confirmer. Non, le ratio est pas le même. À Marseille. Ouais. Non, mais la nounou qui vient de garder chez vous, quand c'est le cas, alors des fois elles sont à domicile, elles en gardent plusieurs, mais des fois c'est elle garde un enfant quand même. Non, ça c'est la garde à domicile, oui. Mais les assistantes maternelles c'est encore autre chose. Oui. Bon, mais c'est pas. Moi je pense que c'est pas un système extrêmement. Et puis en plus, je pense que c'est vachement mieux quand c'est collectif. Voilà, enfin bref. Donc c'est pas vraiment les assistantes maternelles, c'est pas la solution, je crois, vraiment émancipatrice, etc. Et deuxièmement, on a les profits des crèches privées. Enfin, on a Babylou, etc. C'est-à-dire qu'on a un système. Moi, justement, on n'a pas de place en crèche publique. Moi, je ne parle de mon cas privé avec mes enfants en crèche, micro-crèche privée, où, heureusement, une des assistantes maternelles a été lanceuse d'alerte. Elle nous a dit qu'il y avait des problèmes de sécurité, des problèmes de violence, etc. Bon, finalement, tous les parents ont sorti les enfants de la micro-crèche privée, mais ces scandales-là, ils sont à répétition dans le privé. C'est un système, et à la fin, en plus, on a 4 grands groupes qui se font un max de bénéfices et qui rachètent les petites structures les unes après les autres. Donc voilà le système dans lequel on est.
Donc moi, je pense que là, il y a quelque chose de relativement simple, c'est dans le projet de la CGT à la sécurité à 100%, c'est qu'il faut progressivement un réseau de crèches publiques géré par la sécurité sociale. Voilà. Donc c'est à mettre en débat, pour l'instant c'est une compétence municipale, on peut voir le dialogue entre la municipalité et la sécurité sociale pour gérer ça, mais il faut aller vers ça. Enfin c'est ça ce qui serait relativement moderne et émancipateur. Juste pour pas être trop long, quelques autres points à mon avis qui sont importants que vous ayez en tête. D'abord, il y a l'accès des étrangers aux droits fondamentaux. On a un souci en ce moment. C'est-à-dire qu'avant, quand une personne était à la rue avec des enfants, qu'elle soit étrangère, avec des papiers ou sans papiers, on la mettait en protection. Aujourd'hui, ils restent dehors. C'est les ordonnances Darmanin, c'est catastrophique. On a une conditionnalité de la résidence aussi. Enfin, on a les étrangers, c'est vraiment une catastrophe en France, et ça va être de mal en pis, et donc il faut qu'on ait un regard là-dessus. Autre enjeu majeur, les familles ont changé, je vais pas être trop long parce que ça a été dit, 23% de familles monoparentales, 20% qui vivent avec leur mère dans les 23%, et en fait, c'est des familles qui ont vraiment des besoins, ça c'était bien dit tout à l'heure, c'est vraiment qu'il faut travailler là-dessus. Mais il y a un sujet féministe qui monte et qu'il faut se poser, c'est qu'on a une dépendance financière des femmes qui alimente à la fois le patriarcat et favorise les violences conjugales, hein, ça c'est assez clair et assez net, quand les prestations dépendent, voilà, donc il y a la question de la conjugalisation et la déconjugalisation de certains droits, et ça c'est un sujet majeur aussi. Enfin, il y a deux autres sources d'insécurité sur lesquelles je voulais ouvrir le débat. Le premier, c'est l'alimentation. Donc, il y a la question de la sécurité sociale de l'alimentation, qui est en gros l'idée qu'il y a 16% des Français qui ne mangent pas à leur faim, et donc il faut trouver des systèmes à la fois pour rémunérer bien les paysans, et puis pour garantir une alimentation saine aux gens. C'est pour l'instant, on n'est qu'à des expérimentations de SSA. Bon, l'idée, c'est qu'on conventionne avec les agriculteurs, qu'il y a une population qui participe à ça, et qui cotise. Certains, finalement, cotisent très peu et reçoivent le même panier, et certains cotisent beaucoup plus et reçoivent le même panier. Vous connaissez ce genre de... Alors, c'est pas le panier, des fois c'est des chèques, voilà. Bon. C'est un système qu'il faut essayer de poursuivre et de continuer à élargir. Autre élargissement, lequel moi je suis favorable, et je finis là-dessus, c'est sur l'accès à l'éducation, et notamment, moi j'y suis très attentif, sur l'enseignement supérieur. On a un problème d'accès des classes populaires à l'enseignement supérieur, et Parcoursup est catastrophique pour ça. Et donc il y a quelque chose qui est évident, il faudrait rendre gratuit les Crous, comme rendre gratuit les écoles dans les classes, rendre gratuit aussi les frais de l'université, mais il y a la question de l'allocation d'autonomie. Moi je pense qu'il est important des étudiants, et moi je propose, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout consensus, mais que cette allocation d'autonomie rentre dans la branche famille, et soit soumis à cotisation, et que ce soit les cotisations qui payent l'allocation d'autonomie des étudiants, et pas l'impôt, etc. C'est pas la même logique. Et je crois que, comme on le fait pour la retraite, on pourrait le faire pour les jeunes en formation. En fait, il y a une forme de logique. Je voudrais ouvrir le débat avec vous là-dessus. Voilà. Juste, la sécurité sociale, elle peut pas tout. Pour la grande pauvreté, c'est notamment, ça a été dit. Et je crois que la question des salaires et de l'augmentation des salaires, c'est l'autre aspect majeur. Si on veut lutter contre la pauvreté, il faut augmenter les salaires et les allocations. Je rappellerai qu'en 1981, les allocations familiales avaient été augmentées de 25%. Et celles du logement de 50%. Donc on peut augmenter, voilà, c'est une question, et ça a été dit précédemment, de rapport entre le travail et le capital, et de redistribution des richesses. Voilà. C'est extrêmement important, alors que ce soit d'ailleurs prestations payées par l'impôt ou payées par la sécurité sociale, qu'on ait quelque chose qui soit vraiment universel. Et notamment parce que on a discuté beaucoup de ça entre les bourses et la question de l'allocation d'autonomie à l'Assemblée nationale. Et les macronistes nous disaient, oui, mais c'est complètement bête de donner de l'argent à des gens qui sont riches et dont les familles peuvent payer. Mais je pense qu'il y a deux problèmes. Alors sur l'allocation d'autonomie, c'est pas un bon raisonnement, parce que les enfants peuvent vouloir être indépendants de leurs parents. Bon, ça c'est clair. Et surtout, je crois que c'est très important, si on veut que les gens continuent à payer les impôts et qu'il y ait un salaire brut avec des cotisations, c'est très important qu'il y ait des prestations et des choses qui soient universelles. Et les riches, moi je disais à la ministre qui répondait, oui, je disais, mais c'est pas un problème, c'est-à-dire que les plus riches, si on fait une allocation d'autonomie, paieront beaucoup plus d'impôts, mais ils auront l'assurance que leurs enfants, ils auront cette allocation d'autonomie. Et en plus, ça crée de la solidarité, enfin potentiellement, ça crée aussi de la solidarité intergénérationnelle entre les plus riches, entre partis,
entre plus riches, parce que fondamentalement, payer plus d'impôts quand on a 60 ans ou 70 ans, 60 ans, c'est pas très grave quand on est très riche. Et par contre, on est content que ces enfants puissent avoir une place à l'université et pas se soucier de ça, même quand on est riche, quand on est plus jeune. Bon, je suis pas clair, je suis fatigué. Mais je crois que cette question-là de l'universalisation, il faut qu'on en discute. C'est-à-dire que, et c'est la gauche qui est revenue sur l'universalisation. Oui. Et c'est un vrai problème. Parce que comment vous pouvez demander aux classes moyennes supérieures d'être solidaires et de continuer à faire des efforts et payer des impôts et plus d'impôts s'ils bénéficient de rien en retour? Et du coup, vous transformez leur effort d'impôt en charité. Et ça va pas du tout, ça. J'ai pas réussi à vous le démontrer avec mon exemple. Mais ça ne va pas du tout, cette affaire. Et je crois qu'il faut vraiment revenir sur, ne pas lâcher là-dessus, sur des prestations universelles. Et juste pour revenir sur les crèches, je sais pas, moi je comprends pas. On a des maternelles partout sur le territoire. Je ne comprends pas pourquoi on serait pas en capacité d'avoir des crèches publiques partout sur le territoire. Il y a un truc que je comprends pas. Alors je dis pas demain matin. Mais se donner ça comme objectif, ça me paraît pas fou. Enfin, je vois pas. On est au XXIe siècle. Je comprends pas en quoi ça serait impossible. Comme construire 200 000 logements sociaux alors qu'on en a construit 550 000 en 73. Pourquoi ça serait pas possible? Il y a un truc que je comprends pas. On est beaucoup plus pauvres. C'est quoi le récit là-dessus? Donc je crois qu'il faut pas accepter les éléments de langage de ceux qui depuis des années nous serinent sur on paye trop d'impôts, on n'a pas les moyens, l'État n'a pas les moyens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, en face, vous avez 80 milliards qui ont été versés, même 100 milliards là, de dividendes aux actionnaires des grands groupes. Moi, je prends toujours, ça n'a rien à voir les deux chiffres, hein, mais c'est quand même des volumes d'argent qui se correspondent, donc c'est rigolo. Donc non, les moyens, on les a, parce qu'on produit, ça a été ce qui a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, ce qui produit de la richesse dans ce pays, c'est les travailleurs, c'est notre travail, et il y a énormément de richesses qui sont produites, et il y a énormément de gens très très riches qui en accumulent énormément. Et je pense que c'est très important de ne pas lâcher là-dessus, de dire si il y a les moyens d'aller récupérer de l'argent, et il y a les moyens quand même d'avoir des crèches dans de nombreux quartiers pour qu'on soit pas contraint de trouver, soit de renoncer au mode de garde, soit, enfin, je trouve qu'il y a un renoncement quand même sur lequel il faut se battre. Et c'est pareil sur les personnes qui sont à la rue. Enfin, comment c'est admissible de se retrouver avec des personnes à la rue aujourd'hui? On est 350. Mais enfin, dans nos sociétés, ça devrait pas être possible. On n'est pas capable de construire des logements, on n'est pas capable de trouver des logements pour ces gens. Enfin, c'est juste pas possible. Donc c'est un monde qui est fou quand même. Donc quand on dit qu'on voudrait qu'il n'y ait plus personne à la rue, ce qu'avait dit Macron, bref, on a l'impression qu'on est de tout rêveur, mais c'est les autres qui sont fous. On est au XXIe siècle, on est capable d'envoyer des riches sur la Lune, etc., mais on n'est pas fichu de trouver, de mettre à l'abri une famille, etc. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est un petit coup de gun, mais je voulais quand même qu'on se dise que maintenant c'est possible et c'est réaliste en réalité. Voilà. Initial. Voilà. En gros c'est ça. Donc on va rajouter alimentation, logement. Je pense que pour l'instant ça peut-être certains l'ont dit, mais ça n'existe pas vraiment, il n'y a pas de sécurité sociale du logement, mais il y a une branche famille qui gère, mais ça vient j'ai bien compris que ça vient de l'impôt derrière, mais et pas de la cotisation, et donc je pense que ce qu'il faut, c'est pour ça que moi je vais repartir de Ambroise Croizat. En gros, le principe de la sécurité sociale, c'est de faire en sorte que, face aux aléas de la vie, en fait, on a une solidarité qui permette de répondre quand il y a un enfant qui arrive, quand on est âgé, voilà. Donc c'est ça, en fait, l'idée initiale. Par exemple, la question du chômage devrait être dans la sécurité sociale. Bon. C'est une sorte d'anomalie historique, cette affaire. Bon. Parce qu'elle est arrivée plus tard, elle a été fait paritaire, la sécurité sociale n'était pas au début, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Mais nous, il faut pas se prendre énormément la tête. On veut une sécurité sociale, et après il faut réfléchir à comment elle est financée, et je pense que moi, c'est mieux si elle est financée par la cotisation, mais on a eu le débat tout à l'heure, il y a quand même des parties qui peuvent être financées par l'impôt, et à quel niveau, et voilà, enfin, c'était le débat tout à l'heure. Et après, c'est comment on répond aux besoins. Bon. Et en fait, le seul vrai débat, c'est... quand est-ce que, normalement, si on est sur l'esprit vraiment de 45, à un moment, la sécurité sociale, c'est des cotisations et c'est géré par les travailleurs pour les travailleurs. Donc c'est indépendant de l'État. Moi, je suis favorable à revenir à ça. Bon. Et quand est-ce que des besoins on peut répondre aux besoins par ça, donc quelque chose qui devrait être à la terme indépendant de l'État, 100% contrôle démocratique,
100% géré par les travailleurs et les citoyens, etc. Et quand est-ce que les besoins, on y répond par l'impôt et par la puissance étatique. Voilà. Par exemple, en France, on a décidé que l'école, c'était l'État. Ça, c'est clair. Ça n'a jamais été la partie de l'école, c'est l'État. Donc, bon, ça, c'est un vrai débat de société, une vraie réflexion. Mais voilà, je pense que sinon, on est dans des débats. Il faut partir des besoins et de concrètement des politiques publiques qu'on veut mettre. Et après, bon, il y a des tuyaux dans différents sens. Mais c'est pas très. C'est ce qu'a dit tout à l'heure. C'est Michael Zemmour, je crois. Et je crois que c'est pas essentiel. Je suis d'accord avec ça.